J'ai acheté un petit pavillon en bord de mer en Bretagne, près de Saint-Malo, pour enfin pouvoir regarder le lever du soleil sur l'eau chaque matin sans que personne ne me dérange. Puis mon neveu a appelé et a dit: Je transforme ta maison en meublé de tourisme sur une plateforme. Tu pourras rester dans la petite chambre de derrière quand il n'y aura pas de clients. Sois reconnaissant, je t'inclus dans l'affaire. Je n'ai pas discuté avec lui. Mais quand il est arrivé avec ses premiers clients payants, ils ont découvert la surprise que je leur préparais depuis des semaines. Ceci est une adaptation de mon histoire. Le stylo de l'agente immobilière a fait un bruit de grattement alors qu'elle signait la dernière page. J'étais assis dans son bureau à Rennes, regardant la pluie d'octobre strier les fenêtres, tenant les clés d'un rêve que je nourrissais depuis que ma femme, Marguerite, était décédée il y a 3 ans. Le pavillon m'avait coûté 385 000 euros. 37 ans passés à distribuer des médicaments à la pharmacie de Saint-Malo. Tout cela converti en 75 mètres carrés de bois patiné sur un terrain d'un quart d'hectare en bord de mer. Félicitations, monsieur Dubois, a dit l'agente, Sophie. Vous avez choisi un endroit magnifique. La baie de Saint-Malo est splendide. J'ai mis les clés dans ma poche. Mes doigts étaient plus fermes que je ne l'avais imaginé. Le trajet a duré 40 minutes, jusqu'à ce que la route s'ouvre sur la vue de la mer. Le pavillon se trouvait à une quinzaine de mètres de l'eau. J'ai déverrouillé la porte et je suis entré. Il était propre, mais vide. Les fenêtres faisaient face à l'eau, et à travers elles, je pouvais voir des voiliers traverser au loin. Parfait. J'ai passé cette première semaine à emménager lentement, méthodiquement. Mes meubles de l'appartement de Saint-Malo s'y sont parfaitement intégrés. Le fauteuil en cuir positionné là où la lumière l'atteindrait. Tout à sa place, créant de l'ordre dans le chaos de la transition. Dès le samedi suivant, j'avais une routine. Me réveiller à l'aube, faire du café, le porter sur la terrasse et regarder le soleil se lever. Le grand cormoran venait la plupart des matins. Des phoques faisaient surface près du rivage. J'ai appelé ma sœur Claire ce soir-là. Je suis là, ai-je dit. J'ai enfin emménagé. Henri, je suis tellement heureuse pour toi. Tu l'as mérité. Après toutes ces années de travail, tu mérites la paix. Puis elle a repris. Marc a posé des questions sur ta maison. Il s'intéresse beaucoup à l'immobilier maintenant. Lui et Vanessa sont assez ambitieux. Je pense qu'il pourrait vouloir venir bientôt. Une petite sonnette d'alarme a retenti dans mon esprit, mais je l'ai ignorée. L'appel est arrivé 2 semaines plus tard. Marc était affiché à l'écran. Tonton Henri, j'ai enfin réussi à te joindre, a-t-il dit. Sa voix avait cette qualité doucereuse qu'il avait développée dans la vente. Maman a dit que tu étais bien installé. Écoute, j'ai regardé ta propriété sur Google Maps. C'est un emplacement de choix. Sais-tu quel est le potentiel de location d'un endroit comme ça? Ton pavillon pourrait facilement rapporter 4, peut-être 5 000 euros par mois pendant la haute saison. Ma main s'est serrée sur le téléphone. On pourrait s'associer? Je m'occuperai de toute la gestion. Et quand ce n'est pas loué, tu peux rester ici. La chambre de derrière te conviendrait très bien. Je propose de faire tout le travail, tonton Henri. Tout ce que tu as à faire, c'est dire oui. Je dis non, Marc, c'est ma maison, pas une opportunité commerciale. Son ton a changé. Il est devenu froid. C'est être borné. Tu es à la retraite. Tu es seul là-bas. Et s'il t'arrive quelque chose, au moins, réfléchis-y. Il n'y a rien à réfléchir. Ma réponse est non. 3 jours plus tard, Claire a appelé. Henri, Marc est vraiment bouleversé. Il dit que tu as rejeté sa proposition sans même la considérer. Il essaie juste d'aider. Claire, il voulait transformer mon pavillon en meublé de tourisme et me faire dormir dans la chambre de derrière. Qu'il construise son patrimoine avec des biens qu'il achète lui-même, pas le mien. Un silence. Tu as changé depuis que tu as déménagé là-bas? Tu as l'air différent, plus dur. J'ai l'air de quelqu'un qui protège ce qu'il a mis 37 ans à gagner. Après avoir raccroché, je me suis assis à ma table de cuisine et j'ai sorti un bloc-notes. J'ai noté la date de l'appel de Marc. Ses mots exacts. L'appel de suivi de Claire. Non pas parce que je m'attendais à en avoir besoin, mais parce que la précision évitait les malentendus. Les 2 semaines suivantes se sont écoulées calmement. J'ai repris ma routine. Café du matin, lecture, promenade l'après-midi le long du rivage, feu de cheminée le soir dans le poêle à bois. Je commençais à croire que Marc avait accepté mon refus. Puis,
Un mardi matin, début novembre, j'étais en train de remplacer une planche pourrie sur la terrasse quand une berline s'est garée dans mon allée. Marc et Vanessa sont sortis. Ils n'avaient pas appelé à l'avance. Tonton Henri. Marc a agité la main comme si nous étions de vieux amis qui se rencontrèrent par hasard. On était dans le coin, on s'est dit qu'on allait passer. Vanessa, grande et soignée dans des vêtements trop chers pour une visite décontractée, a inspecté la propriété d'un œil évaluateur. C'est plus petit que ce à quoi je m'attendais d'après les photos de l'annonce, a-t-elle dit. Quelle photo de l'annonce? J'ai posé mon marteau lentement. Oh, juste les photos de l'agence immobilière quand tu l'as achetée. Nous avons étudié la propriété. Marc a monté les marches de la terrasse sans invitation. On peut entrer? On aimerait discuter de quelque chose d'important. J'ai envisagé de dire non, mais Claire en entendrait parler et je serais dépeint comme le récalcitrant. 5 minutes, ai-je dit. J'ai des courses à faire en ville. À l'intérieur, ils se sont assis à ma table de cuisine comme s'ils menaient une réunion d'affaires. Marc a sorti son téléphone et a ouvert une feuille de calcul. J'ai fait des recherches approfondies depuis la dernière fois que nous nous sommes parlé. Ton pavillon, correctement commercialisé, pourrait générer 60 000 € par an de revenus locatifs bruts. Après déduction des charges et des taxes locales, c'est probablement 35 à 40 000 € de bénéfices. Répartis 50-50 entre nous, tu toucherais 17 à 20 000 € de revenus passifs. Je ne veux pas de revenus passifs. Je veux vivre chez moi. Vanessa s'est penchée en avant, sa voix douce, calculée. Henri, puis-je être franche? Tu as 65 ans, tu vis seul dans un endroit assez isolé. Quel est ton plan à 5 ans? Et si tu as besoin d'une résidence assistée à terme? Les propriétés comme celle-ci perdent de la valeur si elles ne sont pas correctement entretenues et utilisées. Je l'entretiens très bien pour l'instant, ai-je répliqué. Mais soyons réalistes, a ajouté Marc, combien de temps pourras-tu gérer cet endroit tout seul? Nous t'offrons une solution qui profite à tout le monde. Tu obtiens un revenu stable, nous gérons tout le travail, la propriété est gérée professionnellement. Ma réponse n'a pas changé. Ceci n'est pas à louer. L'expression de Marc s'est durcie. Tu es égoïste, tonton Henri. Maman m'a dit que tu serais difficile à ce sujet. Claire a dit ça? Elle s'inquiète pour toi. Nous le sommes tous. Tu t'es isolé ici. Tu ne penses pas clairement à ton avenir et tu refuses l'aide de ta famille qui tient à toi. Vanessa s'est levée. Nous devrions y aller, Marc. Il n'est pas prêt à entendre raison pour l'instant. À la porte, Marc s'est retourné. Réfléchis bien, tonton Henri. Tu pourrais ne pas recevoir une autre offre aussi bonne, et si tu changes d'avis plus tard, les conditions pourraient être moins favorables. Ils sont partis. J'ai regardé leur voiture disparaître dans l'allée, puis j'ai immédiatement appelé Claire. Tu as dit à Marc que je serais difficile au sujet de son projet de location? Henri, j'ai juste dit que tu étais très attaché à ton pavillon. Il s'inquiète de te savoir seul là-bas. Nous le sommes tous les deux. Je ne suis pas seul. Je suis solitaire. Il y a une différence. Vraiment? Marguerite est partie depuis 3 ans. Tu t'es coupé de tout le monde. Tu as déménagé au milieu de nulle part. Et maintenant tu te bats avec ta famille, qui essaie d'aider. Les mots m'ont piqué parce qu'ils contenaient une part de vérité. Je m'étais replié sur moi-même après la mort de Marguerite. La pharmacie n'avait plus eu de sens sans elle pour rentrer à la maison. Mais le repli n'était pas la même chose que l'instabilité. Claire, je vais bien. Je suis heureux ici. S'il te plaît, dis à Marc d'arrêter d'insister. Je vais lui parler, mais tu devrais envisager un compromis. Peut-être le laisser le louer uniquement pendant les mois d'été. Tu pourrais rester chez moi à Paris quand il y a des clients. Au revoir, Claire. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse continuer. J'ai passé cette soirée sur mon ordinateur portable à faire des recherches sur le droit immobilier en France, les droits des propriétaires, ce qui constituait du harcèlement. J'ai pris des notes avec mon écriture de pharmacien, organisée et recoupée. 2 semaines plus tard, j'étais en ville pour acheter des fournitures quand j'ai vu une affiche dans la vitrine d'un café. Magnifique pavillon en bord de mer. Évasion parfaite. La photo montrait ma terrasse, ma vue, mes pains. Je suis entré et j'ai demandé au barman. « Oh, quelqu'un en a mis partout en ville », a-t-il dit. Il m'a payé 20 € pour la mettre en ligne pendant un mois. L'affiche avait une adresse de site web. J'ai sorti mon téléphone et j'y ai navigué.
Le site était conçu par des professionnels. Le refuge de Saint-Malo. Réservez vos vacances de rêve. De multiples photos de mon pavillon prises sous différents angles. Des clichés de l'intérieur pris à travers les fenêtres. Un calendrier de réservation. Tarif. 300 € par nuit. 2 nuits minimum. Mon pavillon était mis en location sans ma connaissance ni ma permission. Les informations de contact affichaient une adresse e-mail, refugestmalo@gmail.com. Aucun numéro de téléphone. J'ai fait défiler le calendrier de réservation. 3 réservations étaient déjà marquées. Une dans 2 semaines, 2 en décembre. J'ai conduit prudemment jusqu'à la maison, me forçant à ne pas accélérer malgré la rage qui montait dans ma poitrine. Au pavillon, j'ai vérifié chaque fenêtre et chaque porte. Aucun signe d'entrée forcée. Mais Marc avait été à l'intérieur. Il aurait pu prendre des photos à ce moment-là, ou à travers les fenêtres lors d'autres visites dont je n'avais pas eu connaissance. J'ai appelé Sophie, mon agente immobilière. J'ai besoin d'une recommandation d'avocat, un spécialiste en droit immobilier. Est-ce que tout va bien? Quelqu'un essaie de louer mon pavillon sans ma permission. C'est illégal. Laissez-moi vous donner le numéro de Maître Richard Morvan. Il est excellent pour les litiges immobiliers. Le bureau de Maître Morvan était à Rennes. J'y suis allé le lendemain matin et je l'ai rencontré, apportant mon ordinateur portable avec le site de location ouvert et des captures d'écran imprimées pour la documentation. Il a tout examiné attentivement. C'est une escroquerie, monsieur Dubois. C'est très clair. Votre neveu perçoit de l'argent pour la location d'un bien qu'il ne possède pas et qu'il n'a pas l'autorisation de louer. Nous pouvons engager des poursuites à la fois au civil et au pénal. Je veux comprendre toutes mes options avant de prendre une décision. Que comporteraient des poursuites pénales? Une enquête pour escroquerie menée par la police nationale ou la gendarmerie. S'il trouve suffisamment de preuves, ce qui sera le cas, votre neveu pourrait faire face à des charges pénales. L'escroquerie est un délit grave en France. Et au civil? Nous intentons une action en justice pour dommages et intérêts. Nous obtenons une ordonnance de référé lui enjoignant de cesser immédiatement ses opérations et potentiellement, nous poursuivons le recouvrement de tout l'argent qu'il a perçu grâce aux réservations frauduleuses. Moins spectaculaire que le pénal, mais tout aussi efficace. À quelle vitesse pouvons-nous agir? Je peux rédiger une mise en demeure dès demain. Le dépôt de la demande d'ordonnance prendra quelques jours. Faites-le, tout. Et je veux des caméras de sécurité installées sur ma propriété. J'ai dépensé 800 € pour un système de sécurité cet après-midi-là. 2 caméras couvrant l'allée et la terrasse, une couvrant l'arrière du pavillon. Détection de mouvement. Connexion cellulaire enregistrant sur le cloud. L'installateur les a rendus opérationnels en soirée. La mise en demeure de Morvan a été envoyée le lendemain par courrier recommandé avec accusé de réception à l'adresse de Marc à Paris. Elle était détaillée, menaçant à la fois d'une action civile et pénale si le site de location n'était pas retiré dans les 24 heures et si toutes les réservations n'étaient pas remboursées. Marc a appelé à 19h ce soir-là. Tu as fait envoyer des menaces juridiques par ton avocat pour un malentendu? Un malentendu? Tu as mis ma propriété en location sans permission. Tu perçois de l'argent pour quelque chose que tu n'as aucun droit d'offrir. J'avançais avec le plan d'affaires dont nous avions discuté. Je pensais que tu changerais d'avis une fois que tu verrais que j'étais sérieux. Nous n'avons rien discuté. J'ai refusé ta proposition plusieurs fois. C'est ridicule, tonton Henri. Je suis de la famille. Nous devrions travailler ensemble, pas nous battre par avocats interposés. Retire le site web. Rembourse toute personne qui t'a payé. Si tu ne le fais pas, je dépose une plainte pénale pour escroquerie auprès de la police nationale. Tu ne ferais pas ça à ton propre neveu. Et c'est moi. Il a raccroché. J'ai vérifié le site de location. Toujours actif. J'ai appelé Morvan. Il refuse d'obtempérer. Ai-je dit? Compris, a-t-il répondu. Je déposerai la demande d'ordonnance de référé demain et je contacterai la division des fraudes. Cette nuit-là, mes caméras de sécurité ont filmé Marc arrivant à 21h30. Il a fait le tour du pavillon, essayant les portes et les fenêtres, toutes verrouillées. Il est resté sur la terrasse pendant plusieurs minutes, les mains dans les poches, fixant les fenêtres sombres. Puis, il est parti. J'ai examiné les images le lendemain matin devant mon café, regardant le visage de mon neveu sur le petit écran. Il avait l'air en colère, plein d'un sentiment de droit, incrédule que je riposte réellement.
L'officière de police judiciaire est venue à mon pavillon 3 jours plus tard. Agente Camille Lebrun, professionnelle et minutieuse. Je lui ai expliqué tout. La proposition initiale, mes refus, le site web, les réservations, la mise en demeure qui avait été ignorée. Savez-vous s'il a réellement perçu de l'argent de ces réservations? Checké. Je ne peux pas le prouver, mais il y a des réservations confirmées sur son site web. La première est censée arriver demain. A-t-il tenté de pénétrer sur la propriété sans permission? Je lui ai montré les images de la visite nocturne de Marc. Monsieur Dubois, je serai franche avec vous, a-t-elle dit. C'est une escroquerie. Votre neveu gère une activité de location en utilisant une propriété qu'il ne possède pas. C'est une infraction pénale. Mais je dois vous demander, voulez-vous vraiment engager des poursuites pénales? Ces affaires peuvent être compliquées lorsque la famille est impliquée. Je veux qu'il soit arrêté, quoi qu'il en coûte. Elle a pris des notes dans son carnet. J'ouvre une enquête. S'il se présente avec des clients payants demain, appelez-moi immédiatement. Ne l'affrontez pas vous-même. Le soir suivant, à 18 heures, des phares sont apparus dans mon allée. J'ai reconnu la voiture de Marc, suivie d'un deuxième véhicule, un couple probablement dans la trentaine. J'ai appelé l'agente Lebrun. Ils sont là. Ne répondez pas à la porte. J'arrive dans 20 minutes. J'ai regardé par la fenêtre Marc, et le couple s'approchait de ma terrasse. Marc a essayé la porte, l'a trouvée verrouillée, a frappé. Tonton Henri, c'est Marc. J'ai des clients qui arrivent. Je suis resté silencieux, le téléphone à la main, enregistrant. Les coups sont devenus plus forts. Tonton Henri, ouvre. Ces gens ont payé cher pour cette réservation. Pas. Le couple semblait confus, mal à l'aise. La femme a dit quelque chose à Marc que je ne pouvais pas entendre. Il a répondu, faisant des gestes vers le pavillon, manifestement en train de donner des excuses. 15 minutes plus tard, le véhicule de l'agente Lebrun est arrivé. J'ai ouvert la porte pendant qu'elle s'approchait. Monsieur Dubois, restez à l'intérieur, s'il vous plaît. J'ai regardé par la fenêtre pendant qu'elle parlait avec Marc et le couple. Le couple a eu l'air choqué, puis en colère. Ils sont montés dans leur voiture et sont partis rapidement. Marc est resté à discuter avec l'agente Lebrun pendant plusieurs minutes. Elle lui a remis des documents. Il les a lus, son visage se tordant, même sous les faibles lumières de l'allée. Après le départ de sa voiture, l'agente Lebrun est venue à ma porte. Je l'ai informé qu'il fait l'objet d'une enquête pénale pour escroquerie. Il a reçu l'ordre de cesser toute activité de location, de rembourser tous les paiements et de n'avoir aucun contact avec vous, sauf par l'intermédiaire d'avocats. Il a violé la mise en demeure civile, ce qui renforce votre dossier. Et ses clients? Ils lui ont payé 2 400 € pour un séjour d'une semaine. Ils sont furieux. Y aura-t-il des poursuites? Cela dépendra du procureur de la République, mais j'ai tout documenté ce soir. Les preuves sont solides. Après son départ, je me suis assis à ma table de cuisine dans le pavillon silencieux. Le poêle à bois crépitait. Dehors, la baie était sombre, paisible. J'avais protégé ma maison, mais le coup devenait clair. Mon neveu faisait l'objet d'une enquête pénale. Claire ne me pardonnerait jamais. La famille qui me restait était en train de se fracturer. Je me suis servi un verre de cognac, ce que je faisais rarement, et je suis allé sur la terrasse. L'air de novembre était froid, mais j'en avais besoin. J'ai pensé à Marguerite, à ce qu'elle dirait si elle était là. Elle avait été pratique, juste. Elle m'aurait probablement dit que j'avais raison de protéger ma propriété, mais elle aurait aussi pleuré les dommages familiaux. Mon téléphone a sonné. Claire. J'ai failli ne pas répondre, mais l'éviter n'aiderait pas. Tu as appelé la police pour Marc? Tu fais enquêter ton propre neveu pour escroquerie? Claire. Il menait une arnaque à la location en utilisant ma propriété. Il a pris de l'argent à des gens pour des réservations que je n'ai jamais autorisées. Qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Résoudre ça en famille, ne pas détruire sa vie avec des charges pénales. C'est lui qui a détruit la situation. J'ai refusé sa proposition plusieurs fois. Il m'a ignoré, a ignoré mon avocat et s'est présenté avec des clients payants quand même. C'est mon fils, Henri, mon seul enfant. Tu es prêt à l'envoyer en prison pour ça? Ah, je suis prêt à protéger ce que j'ai mis 37 ans à gagner. S'il va en prison, c'est à cause des choix qu'il a faits. Tu es devenu quelqu'un que je ne reconnais pas. Marguerite aurait honte de toi. Celle-là a frappé fort, exactement comme elle l'avait voulu. N'utilise pas ma femme décédée contre moi. J'en ai fini. Ne m'appelle plus. Ne contacte plus Marc.
Nous ne sommes plus ta famille. Elle a raccroché. Je suis resté assis sur la terrasse froide pendant longtemps après cela. Le cognac n'avait aucun goût. Le cormoran ne chasserait pas avant le matin. J'étais complètement seul maintenant, dans la solitude que j'avais cherchée, et elle me semblait plus lourde que prévu. Les semaines suivantes ont été lentes. Morvan me tenait au courant des procédures judiciaires. L'ordonnance de référé a été accordée. Marc a été condamné à payer des dommages et intérêts de 11 000 euros pour les réservations frauduleuses qu'il avait perçues. Le procureur de la République examinait le dossier pénal pour escroquerie. J'ai établi de nouvelles routines. Café du matin, lecture, travaux d'entretien l'après-midi sur le pavillon. J'ai réparé la balustrade de la terrasse, remplacé les joints, fendu et empilé du bois de chauffage pour l'hiver. Un travail physique qui fatiguait mon corps et apaisait mon esprit. Je n'ai pas eu de nouvelles de Claire. Je ne m'y attendais pas. À la mi-décembre, Morvan a appelé. Le procureur a décidé de poursuivre les charges d'escroquerie. Votre neveu sera formellement inculpé la semaine prochaine. Compte tenu des montants impliqués et des preuves claires, il se verra probablement proposer un plaidé coupable, probablement une dispense de peine conditionnelle avec restitution et mise à l'épreuve, s'il n'a pas d'antécédents. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Il évite la prison s'il se comporte bien. Un casier judiciaire, mais qui peut être effacé à terme s'il termine sa mise à l'épreuve avec succès. Il vous devra la restitution en plus des dommages et intérêts civils. Il ne paiera jamais. Probablement pas tout, mais les conséquences juridiques sont réelles. Il ne pourra plus faire ça à personne d'autre. Après avoir raccroché, j'ai préparé le dîner et je l'ai mangé sur la terrasse malgré le froid de décembre. La baie était grise et agitée. La pluie arrivait. Mon téléphone a vibré. Un SMS d'un numéro que je ne reconnaissais pas. C'est Vanessa. Marc est dévasté. Tu as ruiné sa vie. J'espère que tu es fier de toi. Je l'ai supprimé sans répondre. Cette nuit-là, je suis resté éveillé, pensant aux mots de Claire. Marguerite aurait honte? Je ne le pensais pas. Elle avait été gentille, mais elle avait aussi été forte. Elle avait tenu tête à sa propre famille lorsqu'ils avaient essayé d'emprunter de l'argent que nous ne pouvions pas épargner. Elle comprenait les limites, mais elle croyait aussi à la réparation, à la rédemption. Elle aurait voulu que je laisse une porte ouverte. Je me suis assis et j'ai écrit un email. Non pas à Marc, à Claire. Je suis désolé de la façon dont cela t'a affecté. Je comprends que tu sois en colère. Je t'aime et quand tu seras prête à parler, je suis là. Mais je ne m'excuserai pas d'avoir protégé ma maison. Marc a fait des choix qui ont eu des conséquences. Ce n'est pas ma faute. La porte est toujours ouverte. Si tu veux venir au pavillon et parler, Henri. Je l'ai envoyé avant de pouvoir trop réfléchir, puis je suis retourné au lit. Noël est passé tranquillement. J'ai cuisiné une dinde pour moi-même. Regardez le cormoran chasser le matin du 26 décembre. La baie a gelé sur les bords pour la première fois cet hiver en janvier. J'étais en train de lire près du poêle à bois quand j'ai entendu une voiture. La caméra de sécurité a montré la berline de Claire. J'ai ouvert la porte pendant qu'elle s'approchait, marchant lentement sur les marches de la terrasse. Elle avait l'air plus âgée, fatiguée. Je peux entrer? Ah, bien sûr. J'ai fait du thé pendant qu'elle s'asseyait à la table de cuisine, au même endroit où Marc m'avait montré sa feuille de calcul de location il y a des mois. Il a accepté le plaidé coupable, a-t-elle dit. Dispense de peine conditionnelle, 2 ans de mise à l'épreuve, 25 000 euros de restitution et d'amende. J'ai entendu dire que lui et Vanessa se séparaient, a-t-elle continué. Le stress de tout ça, les frais d'avocat, la honte, elle n'a pas pu le supporter. Je me suis assis en face d'elle. Je suis désolé. Vraiment? C'est ce que tu voulais? Non, Claire. Je voulais vivre paisiblement dans mon pavillon. Je voulais que Marc respecte ma décision. Je ne voulais rien de tout ça. Elle a regardé autour du pavillon, le voyant correctement pour la première fois. Les livres sur les étagères, la photographie de Marguerite sur la cheminée, la vue à travers les fenêtres sur l'eau. C'est beau ici, a-t-elle dit doucement. Merci. Je ne sais pas si je peux te pardonner. C'est mon fils. Je comprends, mais il avait tort. J'ai eu 4 mois pour voir qu'il avait tort, et je l'ai encouragé en trouvant des excuses. Elle a enveloppé ses mains autour de la tasse de thé. Quand ai-je élevé quelqu'un qui pensait pouvoir faire ça?
Prendre ce qui n'était pas à lui? Je ne sais pas. Nous sommes restés silencieux pendant un moment. Dehors, le cormoran s'est posé dans les bas-fonds. C'est mon visiteur régulier, ai-je dit. Le grand cormoran. Il vient presque tous les matins. Claire l'a regardé par la fenêtre. Marguerite aurait adoré cet endroit. C'est pour ça que je l'ai acheté. Nous parlions de prendre notre retraite quelque part au calme, près de l'eau. J'aurais juste aimé qu'elle vive pour le voir. Elle aurait géré toute cette histoire mieux que nous deux, probablement. Claire a fini son thé et s'est levée. Je devrais y aller, je voulais juste le voir, te voir, m'assurer que tu allais bien. Je vais bien. À la porte, elle a marqué une pause. Puis-je revenir? Pas tout de suite, mais un jour. Quand tu veux. Appelle d'abord, par contre. J'aime la solitude. Elle a presque souri. Ça te ressemble bien. Après son départ, je suis retourné à mon fauteuil près du poêle à bois. Le cormoran chassait toujours, patient et concentré. J'ai pris mon livre mais je n'ai pas lu. Je suis resté assis à regarder l'eau, l'oiseau, la lumière d'hiver sur la baie. Le pavillon était calme. Le mien, gagné grâce à 37 ans de travail et défendu par des mois de conflit. Le prix avait été élevé, les relations familiales endommagées, peut-être de façon permanente, mais assis là dans la paix pour laquelle je m'étais battu, je ne pouvais pas regretter mon choix. Le cormoran a attrapé quelque chose, un petit poisson. Il l'a avalé d'un mouvement fluide et a repris sa chasse. Je suis retourné à mon livre. Merci d'avoir écouté mon histoire. Si elle t'a touché, laisse un like, écris en commentaire ce qui t'a le plus parlé et abonne-toi à la chaîne. Beaucoup d'autres histoires arrivent. Ce n'est pas la fin de la mienne. C'est seulement le début de quelque chose de meilleur.